étymologiquement, ça veut dire la noire, absolument. Kemt, ça veut dire noir, c'est l'adjectif, et Kemt, c'est la noire. Mais les égyptologues avaient l'habitude de dire, puisque le déterminatif qui suit, c'est le déterminatif du pays, alors noir, la noire doit s'appliquer à la terre et non pas aux hommes. Mais ils ne discutaient pas pour savoir si Kemt étymologiquement signifie noir ou pas. Hein? Donc, Kemt signifie étymologiquement noir, c'est le terme le plus fort qui existe en égyptien ancien pour dire noir. Si vous en connaissez un autre, d'ailleurs, dites-le moi, moi je n'en connais pas un autre. Bon, alors, donc c'est le seul terme qui existe en égyptien ancien à ma connaissance pour dire noir. Et alors, étymologiquement parlant, et il est écrit avec un bout de charbon brûlé, prenez le Wörterbuch. Dans le Wörterbuch, c'est écrit avec un bout de charbon brûlé, non pas avec des écailles de crocodile. Alors, donc l'égyptologue disait qu'il faut l'appliquer à la terre noire à cause du limon et non pas aux hommes à cause du déterminatif. Alors qu'aujourd'hui, quand nous disons Afrique noire et Afrique blanche, nous savons que nous parlons des hommes. Alors, mais là où la position des égyptologues n'est plus défendable, c'est quand le même Kemt maintenant est suivi d'un déterminatif composé de l'homme, de la femme et des trois traits du pluriel. Et à ce moment-là, si on est conséquent avec soi-même, on est obligé de dire que cette fois-ci, noir s'applique nécessairement aux hommes qui suivent, au déterminatif. Parce que le déterminatif a changé. Si le déterminatif est le pays, je veux bien que noir s'applique au pays, mais si le déterminatif, ce sont les hommes, c'est l'ensemble du peuple d'Égypte symbolisé par l'homme, la femme et les trois traits du pluriel, alors on raisonne selon les mêmes critères, il faut avoir le courage intellectuel de dire que ce sont des nègres. Bon, et cette racine a proliféré dans les langues africaines. Cette racine veut dire noir, nègre également. En Wolof, nous avons aujourd'hui Khum, qui veut dire charbonné. Et nous avons Khemit en Wolof, qui veut dire ce qui a charbonné. Par conséquent, et nous avons un peu Kembu. Kembu. Et nous savons bien ici comment ce B peut être engendré, du point de vue purement linguistique. Kembu qui veut dire le charbon, un peu. Par conséquent, cette racine, Khemit, a proliféré dans les langues africaines. C'est la fameuse racine kamitique, le mot kamit sur lequel nous allons longuement discuter. Voici son origine étymologique. C'est le terme par lequel l'Égyptien ancien se désignait et qui veut dire noir charbon. Et voici, mieux encore, les Égyptiens avaient encore un autre mot, également, c'est toujours. Donc, il y a Kemtiu, également. C'est un autre adjectif national qui se transcrit Kem, Q, qui veut dire les nègres. Et ce sont ces deux adjectifs nationaux que l'Égyptien utilisait pour se désigner. Le noir, c'est la couleur bénite chez les anciens Égyptiens, et le rouge, c'est la couleur maudite, c'est la couleur de la stérilité. Alors, voilà pour ce qui est. Donc, les Égyptiens vus par eux-mêmes, et tous les adjectifs divins, Osiris est appelé le grand nègre, il est appelé Kember, Osiris Kember, Set, Min, Apis, Thoth, tous ont le qualificatif de noir. Isis est appelé Seit Kem. Seit Kem, qui veut dire la femme noire. Et Seit Khem, en Wolof, dans la langue sénégalaise que je parle, Seit Khem veut dire l'épouse noire charbon. Vous voyez les formes africaines. Bon, alors maintenant, je voudrais juste par ces quelques exemples vous montrer que la parenté entre l'égyptien ancien et les langues africaines est une évidence que l'érudition moderne n'a pas la possibilité d'écarter. Ce n'est pas une hypothèse de travail, c'est un fait, parce que c'est une parenté de caractère généalogique. Je vais prendre juste le verbe égyptien que voici. Je conjugue juste le verbe kef en égyptien ancien, en wolof et en kop. J'affirme, et à vous de le vérifier, que kef veut dire en égyptien ancien capturer, saisir sa proie. Kef veut dire en wolof saisir sa proie, capturer. Ces deux verbes, je les conjugue. En égyptien ancien, j'ai donc kef, i, conjugaison suffixale. Kef, ek, kef, et, T, kef, f, troisième personne du singulier masculin, kef, s, troisième personne du singulier
féminin. Kef, nen, première personne du pluriel, commun. Kef, ken, deuxième personne pluriel, commun. Et kef, sen, troisième personne pluriel, commun. En copte, j'ai conjugué le verbe kef, qui a un sens voisin. J'ai ker, ei, correspondant à la première personne égyptienne. J'ai ker, ek, même pronom qu'en égyptien. Ker, ere. Ker, f, même pronom à la troisième singulier masculin. Et ker, s, pluriel. Ker, nen. Et ker, ketu. Et ker, ei. Voilà le copte. Et en wolof, j'ai keuf, na, keuf, nga, keuf, na. Et à la troisième personne du singulier, j'ai justement ces deux formes qui sont devenues des formes indéfinies parce que le féminin désinentiel n'existe plus en wolof, donc ils sont devenus des préonasmes. Nous avons keuf f et keuf s qui sont des archaïsmes en wolof. Voilà. Ensuite, je continue. Kef, keuf nanu, keuf nge, et keuf nañu. Je dis que cette parenté elle est de caractère morphologique, et si ceci c'est le présent, vous avez la même conjugaison suffixale, les mêmes pronoms à peu de choses près, et pour la forme du passé, ceci est le présent. Pour le passé, dans les trois langues, vous mettez N. Et tout ceci, vous le trouvez dans mon rapport, vous avez tout le loisir pour l'examiner en détail et le critiquer. Alors donc, maintenant, je veux montrer que ici, la parenté que je vais établir est une des plus fondamentales, elle ne prend pas plus de 2 minutes. Il s'agit de la correspondance entre les déterminatifs égyptiens et les déterminatifs wolof. Le déterminatif pou en égyptien correspond à pou ou bien ipou. Je mets la forme avec le i prothétique entre parenthèses. Correspond au wolof bou avec même signification, bien sûr. La forme est là. Nous pouvons dire donc que un P égyptien correspond à un B wolof dans ce cas-là. Et nous voyons que le P égyptien, qui était une occlusive sourde, a été sonorisé parce qu'elle s'est trouvée presque en position intervocalique, elle s'est trouvée en position intervocalique. Elle est par conséquent devenue sonore en wolof et nous avons bou à la place du P. Et par conséquent, c'est absolument selon les lois linguistiques. Alors nous avons maintenant en égyptien ancien, Pouy, P, W, Y, que j'écris I, P, W, Y également, entre parenthèses, pour montrer comment la vocalisation de l'occlusive s'est faite. Alors, nous avons en wolof, Bouy, B, W, Y. Donc, nous avons ici B, P qui correspond à B, un autre mot, W qui correspond à W dans les deux langues, disons voyelle vélaire, Y à Y. Ensuite, nous avons pen, en égyptien ancien, P-N, ou I, P-N, même correspondance absolue. Nous avons en wolof B, bané, avec la vocalisation, B-A-B et N-A-N. Mais je vous ai dit que je vais établir, et c'est sur là-dessus que je terminerai, que N égyptien correspond dans certaines conditions très précises à L en wolof. Donc cette forme, pen va donner deux formes en wolof qui existent absolument, qui coexistent. Il y a bané et balé. Balé. Donc nous avons cette correspondance-là. Pen, PN donne donc bané et balé, avec même signification. Je crois que ces éléments-là doivent être versés au dossier. Si la vérité scientifique intéresse la science, l'ensemble de ces faits doivent être examinés.
les anciens Égyptiens, si